Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo foot pour débriefer ensemble les matchs de Ligue des Champions de cette semaine. Parce que voilà, forcément, il s'est passé encore beaucoup de choses. Donc je vous propose qu'on revoie un petit peu tout ça ensemble. Alors commençons avec les matchs de mardi, bien évidemment. Et ce Naples contre Barça. Un match assez étrange, il s'est passé pas mal de choses. Alors déjà, la compo de base de Sétienne avec ce 4-3-3. Enfin ce 4-3-3. Pour moi, c'est pas vraiment un 4-3-3 parce qu'on le voit pendant le match. Alors oui, t'as Vidal qui va écarter. Bien sûr, c'est pas un ailier, mais il va écarter. Donc oui, on peut voir un 4-3-3, mais surtout à la perte de la balle, ça ressemble plus à un 4-4-2 en losange un peu resserré. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on a aligné Vidal et Ansu Fati par exemple. Je pense que c'est pour renforcer le milieu de terrain, voire même un 4-5-1. Parce que la plupart du temps, Messi restait devant et même Griezmann, il revenait très bas pour défendre. Donc voilà, après le système évolue bien sûr en fonction si on a le ballon, si on n'a pas le ballon, etc. Vous m'avez compris. Donc voilà quelques choix à ce niveau-là. Donc pas d'Ansu Fati, par exemple un Vidal, comme je le disais, pour sûrement renforcer le milieu de terrain. Et un autre choix aussi, bien évidemment, que beaucoup déplorent, c'est la titularisation de Rakitic et non Arthur. Voilà, c'est vrai que tout le monde veut voir Arthur. Mais c'est souvent encore Rakitic, donc pas grand chose à faire. C'est comme ça, hein. Valverde faisait aussi souvent ça. C'est la même chose aussi pour Sétienne, même si Arthur joue quand même, hein. Il joue assez souvent. Mais voilà, on sent que dans les gros matchs, Rakitic, il est quand même assez souvent présent. Et puis, donc on a du côté de Naples pas de grosse surprise au niveau de la compo, puisque voilà, on savait déjà que Koulibaly était absent depuis un moment. Donc ce 4-3-3 avec notamment Calderon pour le coup côté droit, c'est peut-être là où il y avait une petite incertitude avec Politano par exemple. Mais donc Calderon, Mertens et Insigne, la triplette infernale, notamment les deux petits gabarits devant. Et donc on va avoir dans cette première mi-temps un Naples en mode Atlético, tout simplement. Tous derrière, voilà, à défendre très 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 bas, vraiment en mode Atlético, et puis à essayer de jouer les coups à fond en contre. Voilà, donc il va pas se passer grand chose. On va bien sûr avoir un Barça qui a la possession, mais ça va bien évidemment être stérile, puisque de toute façon, voilà, il y a très peu d'espace, ça défend en bloc et ça défend plutôt bien, ça prend pas trop de risques du côté de Naples, et donc le Barça qui va se casser les chicots sur la défense de Naples tout simplement. Donc voilà, on trouve pas de solution. Et puis en plus, on le sait, hein, au Barça, on n'a pas de joueur de tête, je sais pas, type, je sais pas, je vais vous dire une connerie, Lewandowski par exemple. Voilà, un grand gabarit. Donc on sait que c'est une équipe qui aime pas trop centrer. Et en plus, vu qu'il n'y a pas de grand gabarit devant, ça ne sert pas à grand chose, puisqu'on sait qu'on va pas gagner les duels de la tête. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc on a un Barça qui essaie de trouver la solution, qui essaye de balader un petit peu ce bloc, mais qui ne trouve pas de solution. Et puis il va y avoir ce qui devait arriver, tout simplement, j'ai envie de dire, un contre assez incroyable, et notamment aussi une erreur de Firpo, que je trouve toujours aussi catastrophique du côté du Barça. Chaque fois que je le vois jouer, je le trouve vraiment pas bon. Et là, c'est lui qui a été un peu fautif sur le but, ce qui manque un peu son contrôle. Derrière, il glisse. Ça profite à Zelinski, et donc Zelinski qui va trouver au deuxième poteau Mertens. Voilà, je crois que c'est Insigne qui coupe un peu dans l'axe et il laisse le ballon, et il y a Mertens qui est derrière. Et puis après, un petit peu la spéciale aussi de Mertens. On sait qu'il a une très bonne patte, il enroule, il trouve la lucarne. Ter Stegen peut rien faire. Et donc voilà, comme je le disais, un Napoli en mode vraiment Atlético qui défend très très bien, et puis voilà, qui a quelques coups à jouer et qui va très bien les jouer, notamment ce coup-là. Et voilà, il va pas se passer énormément de choses au final dans cette première mi-temps, mais il y a cette ouverture du score, et donc pour le moment, ça fait forcément les affaires de Naples, voilà, qui concède pas d'occasion et qui a mis son but. Donc c'est parfait, c'est parfait pour eux. Donc on va aller comme ça jusqu'à la mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, il va y avoir peut-être un voire deux tournants, j'ai envie de dire, puisque déjà il y a la blessure de Mertens sur cette jambe en avant de Busquets. Voilà, il y en a beaucoup qui voyaient un rouge sur cette occasion. Moi franchement les gars, il y en a, ils vont me dire que je suis pas objectif comme dame, mais bon, regardez l'action. Pour moi, Busquets, il tend la jambe bien avant Mertens. Et Mertens, il tend la jambe ensuite, donc il peut pas suranticiper ça. Busquets, pour moi, il y a jaune à la limite, et encore. Tu vois, mais tu mets jaune, ok, mais ça mérite jamais rouge, en tout cas pour moi. Et donc, blessure malheureuse de Mertens, on le sait, joueur ultra important et buteur du jour. Donc ça, c'est un énorme coup dur pour le Napoli. Et puis, l'autre tournant, j'ai envie de dire, c'est l'entrée d'Arthur aussi à la place de Rakitic. Ça va faire beaucoup de bien au Barça. Et puis donc, dans la suite, il y a cette égalisation avec cette passe lumineuse, magnifique de Busquets pour trouver Semedo. Et Semedo qui va trouver Griezmann dans la surface,
qui au niveau de la finition plutôt propre, parce que c'est pas évident, parce qu'il est pied droit, le ballon arrive quand même assez fort, donc c'est pas évident. Voilà, limite un peu avec le rebond, etc. Donc rien à dire, hein. Griezmann qui fait pas un grand match jusque-là, comme quasi tout le Barça. Bien évidemment, c'est pas un grand match, mais voilà, faut la mettre au fond, c'est un but qui est ultra important. Et là, du coup, Grisou qui marque un but déterminant, donc égalisation. Et puis ensuite, fin de match, il va y avoir quand même quelques opportunités pour Naples aussi, hein, des coups à jouer, notamment en contre, qui vont pas toujours être très bien négociés. Il va y avoir aussi un grand Ter Stegen pendant ce match, hein. Il a fait quand même des arrêts aussi en première mi-temps par exemple, voilà, même en deuxième il a fait quelques arrêts. Il n'a pas eu 150 000 arrêts à faire, mais Ter Stegen, voilà, notamment sur un face-à-face de Calderon, c'est celui-là qui me vient aussi en tête. Toujours aussi impressionnant et toujours aussi fort. Et donc il va y avoir aussi cette expulsion de Vidal. Il y a Busquets un peu plus tôt, on sait qu'il sera suspendu pour le match retour, parce qu'il était sous le coup d'une suspension et donc il a repris un carton. Il y a Piqué qui va se faire une entorse aussi un petit peu plus tard dans le match. Donc là ça fait beaucoup ça en vue du retour. Et donc ce match qui va se terminer sur un match nul, j'ai envie de dire assez logique, puisque voilà, Naples en première mi-temps, on va pas se mentir, c'était en mode Atlético, et moi je dénigre pas ça, hein, parce que voilà, faut savoir le faire, bien le faire, ça avait fonctionné, ils menaient 1-0. Mais voilà, ils n'étaient pas là pour faire spécialement le jeu, on l'avait compris, et le Barça qui a pas été énorme, qui trouvait pas de solution, mais en même temps c'était compliqué face à cette équipe de Naples. Le match est un petit peu ouvert en deuxième mi-temps, mais pas énormément non plus, donc je dirais que c'est plutôt un match nul assez mérité, assez logique. Voilà, après, au niveau du Barça, bon, ça n'a pas été flamboyant une fois de plus. J'ai trouvé la deuxième mi-temps de Vidal assez intéressante. C'est vrai que j'en ai pas mal parlé sur les réseaux sociaux, parce qu'on a beaucoup de le taillait. Moi, je trouve que Vidal, voilà, qui n'est pas dans son rôle de base, où on lui dit de manger un peu la ligne, ou même de la manger quand ils sont en phase de possession pour écarter le jeu et libérer des espaces dans l'axe, etc. Bah voilà, c'est pas son rôle, on sait que c'est pas un ailier, donc faut pas abuser non plus. J'ai trouvé en deuxième mi-temps notamment beaucoup d'activité. Il a essayé de combiner avec Messi, il a trouvé des passes qui étaient plutôt intéressantes. Voilà, il a charbonné, il a gratté beaucoup de ballons. Donc moi j'ai trouvé un Vidal plutôt intéressant en deuxième mi-temps par rapport en tout cas à la moyenne du Barça, où il y en a beaucoup qui n'ont pas été forcément au niveau. Bon, il y a Busquets qui a été élu homme du match et qui a été bon. Voilà, on le sait, c'est lui qui déclenche la passe, notamment sur le but. Ter Stegen, on en parlait. Arthur, bonne rentrée. J'ai trouvé aussi Umtiti plutôt intéressant. Umtiti a été bon. Voilà, il y a Semedo aussi qui fait la passe D. Semedo, je l'aime bien depuis quelques temps. Bon, c'est pas un énorme match, mais je le trouve plutôt bon aussi depuis quelques temps. Voilà, après on peut parler de Messi qui a pas été incroyable. C'est sûr que c'est pas son meilleur match. Il a eu du mal à faire des différences, mais c'était compliqué une fois de plus contre cette équipe. Mais voilà, dans l'ensemble, on n'a pas eu un gros Barça. Mais finalement, ils s'en sortent aussi plutôt bien avec ce match nul. On le sait que le Barça à l'extérieur, c'est toujours compliqué. Donc on va dire que c'est plutôt un bon point de prix pour le Barça. Voilà, moi j'avais dit match nul pour ce match. J'avais dit que des nuls là, donc c'est le seul bon résultat que je vais avoir, vous en doutez bien. Mais voilà, je disais une qualif du Barça dans la difficulté et je les voyais pas gagner en tout cas à Naples. Et je pense que c'est loin d'être fini cette histoire, mais bon, ça on en reparlera au moment des matchs retour un petit peu avant, parce que voilà, il peut se passer encore pas mal de choses. Mais en tout cas, il y aura pas mal d'absents retour. Forcément, on parle de Vidal. Ça, Vidal, c'est dans Dragon Ball. On parle de Vidal, on parle de Busquets, déjà qui sont suspendus au vu du retour. Donc ça va faire un petit peu mal. On verra Piqué, etc. aussi au niveau de la blessure. Mais voilà, ça sera pas facile au retour. Mais je pense que le Barça peut quand même se qualifier en la difficulté. Mais ce Barça-là, pour moi, n'ira pas loin en Ligue des Champions, même s'il passe Naples. Voilà, je vois pas aujourd'hui comment ils peuvent s'en sortir s'ils jouent, je sais pas, City, Liverpool ou par exemple le Bayern. Je pense que ça sera trop compliqué pour eux, il y a trop de manque dans cette équipe, mais ça fait un petit moment que je le dis déjà. Donc voilà, ça peut peut-être passer Naples, mais je pense que ça ira pas extrêmement loin, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard, juste avant le match retour. Deuxième match du mardi avec ce Chelsea-Bayern, avec la titularisation aussi de Giroud, hein, bien évidemment. Bon, pas de Willian, hein, titulaire, c'est vrai que ces derniers temps, c'est plus Mount et Barkley. Ça, je trouve c'est un petit peu dommage, parce que voilà, Willian, il est régulier, mais il peut quand même apporter pas mal de choses. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, je trouve que c'est un peu du gâchis, parce que, je sais pas, tu peux le voir faire des gros matchs, et après, tu peux le voir être pas transparent, mais beaucoup moins fort sur pas mal de matchs, c'est assez dommage. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, je l'avais dit il n'y a pas très longtemps, il y a de ça 2 mois environ, je pensais que Chelsea pouvait faire un coup contre le Bayern et je me suis ravisé juste avant les matchs parce que pour moi le Bayern était en forme et Chelsea moins justement. Donc je voyais quand même le Bayern se qualifier sur l'aller-retour, mais
La vérité, je voyais pas une qualification aussi facilement. J'avais dit match nul là, Chelsea, je pensais plus que ça allait être au retour où le Bayern allait faire une grosse diff. Mais cette diff, ils l'ont déjà faite dès le match aller. Voilà, et en première mi-temps, il va déjà y avoir forcément une domination du Bayern. Il va y avoir des occasions avec Müller, je crois, qui tape la barre, etc. Tu sens que le Bayern est au-dessus, quoi. Il manque pas grand-chose pour l'ouverture du score. Mais c'est un match assez ouvert et Chelsea a quand même quelques opportunités, ils ont quelques coups, mais ils ne les jouent pas très bien. Voilà, parce qu'on sait que le Bayern, c'est une équipe qui est un peu déséquilibrée, parce que c'est très porté vers l'avant. Et on sait aussi, donc forcément, qu'on peut leur faire mal par moment, mais il faut bien jouer les coups, et c'est un petit peu le cas en première mi-temps. Chelsea a eu des coups à jouer, mais ils les ont pas très bien joués, en tout cas, je trouve. Mais on sent déjà une supériorité, bien évidemment, du Bayern. Et puis après, en deuxième mi-temps, il va se passer ce qui devait se passer aussi, hein, avec cette ouverture du score de Gnabry, hein, qui s'entend très très bien avec Lewandowski, mais Gnabry, cette saison qu'il est en train de faire, c'est incroyable. Et au niveau de la finition, c'est quand même assez bluffant, parce que voilà, on le sait, c'est un joueur qui peut percuter, qui est très rapide, etc., qui est bon dans les 1 contre 1 et tout, mais au niveau de la finition, c'est quand même assez incroyable. Voilà, il a beaucoup de sang-froid, je trouve qu'il se trouve rarement, et à chaque fois, il prend la bonne décision, et vraiment très très clutch, Gnabry, et en plus, il s'entend super bien avec Lewandowski, tu sens que les deux se cherchent très souvent. Et là, pour le coup, ça a fait des étincelles sur ce match. Donc, Gnabry, voilà, sur un service de Lewandowski qui ouvre le score. Il va y avoir un doublé un petit peu plus tard sur encore une passe de Lewandowski. Donc, voilà, moi, j'avais dit aussi l'une des incertitudes du niveau du Bayern. C'était la capacité de Lewandowski à briller après les phases de poule. Parce que c'est vrai que toutes ces années, parfois, il disparaissait un petit peu. Voilà. Et là, pour le coup, il n'y a rien à dire puisque sur ce match, il va être sur les 3 buts. Et si tu as un Lewandowski à ce niveau-là jusqu'au bout de la LDC, je pense que le Bayern a un coup à jouer dans cette Ligue des Champions. Et du coup, là, je me suis ravisé, comme je l'ai dit, il y a de ça à peu près une semaine. Parce que voilà, le Bayern, faut être aveugle pour pas se rendre compte qu'il est en train de se passer quelque chose et que c'est une équipe qui peut peut-être aller au bout. Voilà, donc je reconnais m'être trompé dessus, mais bon, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, et du coup j'ai changé d'avis avant le match, voilà. Et du coup après il va y avoir malheureusement la blessure de Coman. Lui c'est malheureux, j'allais dire c'est une énigme, non, mais c'est tellement malheureux parce qu'à chaque fois qu'il revient il est bon, à chaque fois il se répète, c'est dommage. Ça fait de la peine quoi parce que c'est un bon joueur et voilà il est aimé aussi au Bayern parce que la concurrence est quand même forte et il est souvent aligné dans les gros matchs en tout cas quand il est dispo, donc voilà c'est qu'on lui fait confiance, donc c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur pour lui, mais bon, en espérant que ce soit pas très 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 grave, mais voilà c'est malheureux. Je pense que sa carrière ça sera toujours comme ça. Il y aura des bons moments parce qu'il revient assez rapidement à un bon niveau, mais il aura aussi toujours des blessures. Voilà. Après, on touche du bois pour lui en espérant que ce soit pas le cas, mais ça me paraît être compliqué à ce niveau-là. Et donc, par la suite, il va y avoir aussi un but de Lewandowski, hein, plutôt passeur. Plutôt passeur sur les buts de Gnabry, et là il va y avoir un travail de Davis, lui aussi c'est un petit phénomène sur son côté, Davis qui va enrhumer tout le côté de Chelsea, voilà, même lever le ballon par-dessus le défenseur, et puis après il va trouver impeccablement au niveau du deuxième poteau, même pas plus au centre aussi entre les deux, Lewandowski qui a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, mais voilà, but magnifique avec ce travail de Davis, vraiment aussi bluffant ce joueur, mais voilà, c'est vrai que cette équipe du Bayern, c'est quand même assez solide parce que devant, c'est monstrueux. Au milieu de terrain, avec, je sais pas, les Kimmich, Thiago Alcantara et tout, c'est assez incroyable. Moi, comme je disais, c'est plus derrière. C'est pas la capacité à attaquer parce que, voilà, on disait Davis, etc. Bon, Pavard attaque forcément moins bien que Davis parce que lui, il est censé être un peu plus fort défensivement qu'offensivement. Mais voilà, c'est plus la défense, notamment là-bas, Boateng en charnière qui était aligné. Bon, on sait qu'il y a Hernandez, etc. aussi. Mais je trouve que c'est plus au niveau de la défense où peut-être ils peuvent avoir des difficultés, mais contre une adversité peut-être un peu plus grande. Parce que là, Chelsea leur ont pas posé assez de problèmes. Voilà, c'est aussi la faute au Bayern, parce qu'ils ont fait leur match bien sûr. Mais je pense que contre une grosse équipe, voilà, type City par exemple, je prends un exemple comme ça, je pense que voilà, ils peuvent aussi prendre cher derrière. Parce que je le disais, il y a un déséquilibre. Mais c'est la même chose du côté de City. City, il y a un déséquilibre, donc l'attaque du Bayern peut faire mal à City. Donc voilà, en tout cas, tant que cette attaque se comporte aussi bien et que ça marque autant de buts, le Bayern pourra aller très très loin dans cette LDC. Mais en tout cas, ils étaient beaucoup trop forts pour Chelsea. Malheureusement, il n'y aura pas de suspense pour le match retour. On a Lewandowski qui s'est blessé par contre. Ça, c'est la petite mauvaise nouvelle du côté du Bayern. Apparemment, ça serait pour un mois. Bon,
c'était pas bien grave parce que voilà, le match retour, vu que c'est plié, je pense pas qu'ils vont se faire cartonner chez eux, le Bayern, hein. Je pense qu'ils n'auront pas besoin de Lewandowski pour se qualifier. Au vu de ce match aller, du coup, il sera de retour très certainement pour les quarts de finale. Mais voilà. Bon, en tout cas, on a, à n'en pas douter, l'un des gros favoris de la LDC maintenant. Je pense que c'est clair. Et pour moi, en tout cas, à mon avis, au vu de ces matchs allés, au niveau de la qualité des effectifs, au niveau de la profondeur de banc, etc., pour moi, les trois équipes qui sortent du lot et qui se positionnent comme des sérieux prétendants au titre, moi je dirais donc le Bayern, je dirais Liverpool, qui n'est pas encore qualifié, qui peut sauter contre l'Atlético bien évidemment, et je dirais City. Pour moi, c'est les trois équipes qui me semblent en tout cas les mieux armées pour aller au bout. Après, ça ne veut pas dire que c'est eux qui vont gagner la LDC et je ne prends pas beaucoup de risques. Je sors trois grosses équipes. Mais pour moi, ça devrait se jouer quand même entre ces trois équipes. Voilà, parce que le reste, je pense que c'est quand même un cran en dessous. Voilà, en tout cas, mon sentiment. Passons maintenant au duel de coach. Pep face à Zizou, donc Real contre Manchester City. Bon, moi perso, je voyais une qualif de City. C'est pas fait, là on en est qu'au match aller, mais je dis ce que j'avais dit au niveau des pronos. Je voyais un match nul de City au Real. Bon, ils ont fait un petit peu mieux que ça, puisque donc ils se sont imposés bien évidemment 2-1. Alors, déjà sur les compos de base, il y a eu quelques surprises au niveau du Real, puisque bon, il n'y avait pas Bale, mais ça c'était plus ou moins attendu, parce qu'on sait que Bale, voilà, il joue pas énormément, donc c'est Vinicius qui lui a été préféré. Mais surtout la grosse surprise, c'est Kroos, qui n'a pas été aligné. Donc ça, franchement, c'est une assez grosse surprise, je trouve. C'est assez surprenant. Alors, on sait qu'au milieu de terrain, il y a du Casemiro, il y a Valverde qui fait une très belle saison, Casemiro qui est indéboulonnable. T'as Modric qui revient bien et qui est plutôt bon depuis quelques temps. Mais je trouve que Kroos est très bon aussi cette saison. Donc voilà, assez surprenant. Personnellement, c'est assez surprenant de voir Zidane s'en passer dans des gros matchs comme ça. Voilà, donc bah écoutez, c'était la surprise du chef. Et de l'autre côté, bah, c'était le retour de Laporte qui avait rejoué déjà un petit peu, mais on le sait qu'il est un petit peu juste. Et malheureusement, il va y avoir une blessure, il va sortir assez tôt dans le match. Donc Laporte aligné avec Otamendi. Et aussi, autre grosse surprise, c'est Gabriel Jesus, aligné à la pointe de l'attaque et pas Agüero. Donc ça aussi, c'est quand même une grosse surprise du côté de Guardiola, mais qui pour le coup, bah, là, ça va quand même lui donner raison au vu du match. Donc on a un match où tu sens qu'il peut se passer beaucoup de choses, notamment en première mi-temps. Il n'y a pas 150 000 occasions, mais il y a quand même des espaces, il y a des opportunités, il va y avoir quand même des occasions. Bon, il va y avoir aussi la blessure de Laporte, c'était quoi, aux alentours de la 30e minute, je crois. Donc voilà, premier gros coup dur pour City, donc avec cette blessure de Laporte. Il y a eu aussi quelques occasions, notamment pour Gabriel Jesus, c'est surtout les grosses occasions. Voilà, donc ça va arriver à 0-0 à la mi-temps, et c'est surtout en deuxième mi-temps où le match va s'emballer. Voilà, avec un début de deuxième mi-temps dominé par City. C'est vrai que c'était plus équilibré en tout cas en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, tu sens que City va prendre un ascendant, j'ai l'impression, en début de deuxième mi-temps. Ils vont dominer, et notamment avec Mahrez qui va se créer deux grosses occasions, notamment avec une petite enroulée là qui va raser, enfin peut-être pas raser, mais qui passe de peu à côté le poteau. Il va avoir aussi une autre occasion, pied droit, etc. Donc City qui est rentré avec d'autres intentions et qui va être dominateur en ce début de deuxième mi-temps. Mais voilà, le Real dans un temps faible, ça reste le Real. Et c'est dans ce temps faible qu'ils vont ouvrir le score avec Isco et avec aussi des erreurs successives des défenseurs. Notamment, il y a une incompréhension entre c'est qui Rodri avec Otamendi, je crois. Derrière, il y a Walker qui bégaye un petit peu avec le ballon. Enfin bref, ils font un petit peu n'importe quoi derrière et ça va en profiter. Et donc Vinicius qui va profiter un petit peu de ça et servir Isco, hein, donc qui va finir tranquillement avec cette petite croisée côté gauche. Et donc ça fait 1-0 pour le Real. Voilà, sur ces erreurs défensives, alors qu'on était, je le répète, dans un temps fort de City. Donc là, ça peut faire très mal. Et là, peut-être qu'on se dit, bah City, c'est comme d'hab, quoi. C'est intéressant, mais ils n'y arrivent pas, quoi. Il leur manque quelque chose, c'est peut-être mental. Ils n'arrivent jamais à concrétiser leur domination ou quoi. Et au final, ils sont toujours à voir. Et là, tu te dis, bah ça part peut-être sur un petit 1-0, je sais pas, un 2-0 du Real qui va peut-être prendre l'ascendant, etc. Et puis voilà. Et derrière, il va y avoir aussi l'entrée de Sterling qui va changer pas mal de choses. Alors Sterling, pour le coup, lui, il était un petit peu trop juste parce que c'est vrai qu'il avait une blessure ces derniers temps, etc. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas commencé titulaire. Mais Sterling va changer pas mal de choses. Et puis il y a De Bruyne, qui va être élu homme du match, qui a fait encore un match et des kilomètres assez incroyables, qui a donné quelques caviars et ça va être le cas sur cette égalisation. Voilà, sur le côté, il arrive à se retourner, il trouve Gabriel Jesus au deuxième poteau qui est dans le dos de Ramos.
et Gabriel Jesus qui va être malin, qui va pousser un petit peu Ramos, qui va mettre sa tête et donc égaliser. Gabriel Jesus qui faisait un bon match jusque-là, mais qui manquait de réussite, quoi, très clairement, mais en tout cas qui est actif et qui pose des problèmes au Real. Et donc voilà, maintenant la question, est-ce qu'il y a faute? Est-ce que le but aurait dû être refusé pour cette petite poussette? Bon, au final, il met les mains, il n'y a pas une grosse poussette, mais oui, il y a une petite poussette, on va pas se mentir. Je veux dire, si le but est annulé par le VAR, personne va rien dire non plus, parce qu'il met quand même les bras. Alors oui, le foot c'est un sport de contact, il y a toujours des petites poussettes et tout. Au final, ça n'a pas une si grande influence que ça, je pense, quand il le touche. Mais il ne doit pas faire ça, donc si le but au final est refusé, bah écoutez, c'est tout sauf un scandale. Pour moi, dans les deux cas, bon, j'ai pas grand chose à dire, mais voilà, le but aurait pu aussi être annulé. Mais finalement, ça fait un partout dans cette rencontre. Et puis derrière, on parlait de Sterling. Sterling qui va obtenir un penalty, une faute un peu bête de Carvajal qui est un peu pris de vitesse, et Carvajal qui va tacler, et c'est comme très souvent le cas dans la surface. Quand le latéral il tacle, si l'attaquant il a le temps de pousser un peu le ballon, même si bon il perd un peu le contrôle du ballon, s'il le pousse un peu loin, bon en général le défenseur il touche pas la balle, puis il touche le joueur, donc un penalty un petit peu bête, ça m'étonne de Carvajal, qui est un joueur quand même très très fort, expérimenté, et du coup là il se fait avoir un petit peu bêtement je trouve. Voilà, parce qu'on le sait, hein, ça va très vite, surtout Sterling, donc c'était peut-être pas le moment de se jeter. Et donc ça va faire penalty, et c'est De Bruyne qui va s'en charger. On sait que les penalties ces derniers temps, et City ça fait pas bon ménage, j'ai eu beaucoup de penalty loupés, et là pour le coup De Bruyne il va le tirer parfaitement, côté gauche, ras de terre, avec un peu de force, parfaitement quoi, du De Bruyne, sa patte. Donc voilà, ça fait 2-1. 2-1 pour City. Et là, ça fait très très mal. Alors qu'ils ont eu une bonne période en plus à ce moment-là. À un moment, dès qu'il y a eu l'ouverture du score du Real, il y a eu une bonne période derrière. Ils ont pris confiance et finalement ils se sont fait punir, quoi. C'est comme ça. Et donc on sent qu'ils vont prendre un coup sur la tête, les joueurs de Zidane. Et il va même y avoir un carton rouge pour Ramos, où Gabriel Jesus il va faire la diff, il va profiter d'une erreur, c'est une passe en retrait je crois de Casemiro qui est assez approximative, et donc tu as Jesus qui fait le grand pont, qui part au but et qui se laisse tomber intelligemment, il pense même avoir le penalty, hein. Il se laisse tomber intelligemment, etc. pour que Ramos se fasse expulser, parce que Ramos met un petit peu le bras, mais c'est la même chose pour moi, c'est la même chose que la petite poussette de Gabriel Jesus sur Ramos. Pour moi, ça n'a pas une grande incidence parce qu'en fait, il ne le retient pas énormément non plus, vous voyez ce que je veux dire. Mais on le sait, ça peut suffire pour siffler. Mais dans ces cas-là, il faudrait peut-être que ça se fasse dans les deux cas. Donc voilà. Et du coup, Ramos qui va être expulsé, car dernier défenseur. Mais il n'y aura pas penalty. Et donc ce match qui va terminer sur un 2-1. Sur un 2-1 pour City. Donc très très belle opération. En sachant qu'au retour, il n'y aura pas Ramos. Que voilà, il peut y avoir quelques difficultés au niveau du Real pour marquer des buts sur le plan offensif. On sait que c'est pas incroyable en ce moment. Voilà, c'est pour ça que moi je voyais notamment City se qualifier. Et du coup là, je vois pas comment le Real va pouvoir s'en sortir. En plus sans Ramos, bon après t'as des Militao qui sont très bons. Je veux dire, t'as une charnière Militao-Varane sur un match, il n'y a pas trop de soucis. Mais voilà, Ramos c'est quand même un leader. Et surtout à City, ça va être compliqué. Il risque de prendre quand même des vagues. Voilà, il y aura Sterling, etc. Donc ça risque d'être bien compliqué pour Zidane et ses joueurs. Et du coup, moi ça me conforte dans l'idée que City va se qualifier et que City peut faire une belle LDC. Voilà, parce qu'on sait qu'ils vont être privés de LDC peut-être pendant 2 ans, même s'ils ont fait appel et tout. Du coup, c'est peut-être maintenant ou jamais pour eux. Mais voilà, c'est pas encore plié parce que le Real reste le Real, mais honnêtement... J'ai beaucoup de mal à voir City pas se qualifier. On va maintenant passer au dernier match, et celui-là il nous intéresse beaucoup, donc c'est OL Juve, bien évidemment. Alors, c'est pas pour me la raconter, parce que des fois je fais des erreurs, des fois on a bon, de toute façon il n'y a que ceux qui disent rien, qui ne peuvent pas se tromper, on le sait très bien. Donc voilà, des fois on analyse, on fait des pronos, etc. Et parfois on a raison, parfois on a tort. Pour le coup, moi je sentais l'OL pouvoir faire un coup face à cette Juve. Moi je pensais vraiment que l'OL n'allait pas perdre, j'avais mis nul, mais je voyais pas Lyon perdre en tout cas à la maison face à la Juve, et j'en avais parlé d'ailleurs dans avant-match. Moi, je le dis, je le redis, vous sortirez les images pour J'ai regardé, je peux confirmer ce que tu as dit. Pour vous foutre de ma gueule. Dit, si vous voulez la semaine prochaine, à l'aller, Lyon gagne pas. Déjà, la Juve gagne pas à Lyon. Non, mais pour argumenter, je te montrerai après quand c'est ce que je dis. Oui, Lyon, c'est pas fantastique, mais je pense que les gens oublient, la Juve, c'est pas fantastique. Alors après, c'est ce qu'il disait aussi.
Mais la Juve, même avec, même avec CR7, etc., ils galèrent contre des petites équipes ces derniers temps. Moi, je les ai vus pas mal jouer. C'est pas incroyable. Et heureusement qu'il y a CR7 pour mettre les buts. On verra, on en reparlera. Ça va pas genre être la Juve qui a non-stop la possession et Lyon qui subit non-stop. Lyon va avoir des temps forts. Des vrais temps forts, moi, je pense. Moi, je sais pas pourquoi je suis un gros Aouar. Après, on critique souvent Garcia. Là, pour le coup, il a opté pour ce 3-5-2 avec Dembélé et Toko Ekambi devant, donc à la pointe de l'attaque, avec Dubois sur le côté, il y avait Cornet de l'autre côté. Il y a un milieu à 3 avec Touzard, Guimarães et Aouar notamment. Voilà, même si après, dans les faits, ça joue un petit peu différemment, avec Aouar forcément qui va jouer un peu plus haut, etc. Mais qui va beaucoup aider aussi défensivement. Mais voilà, une compo, moi, que je trouvais assez intéressante. Voilà, il y avait peut-être quelque chose à faire avec ça. Et puis de l'autre côté, t'as la Juve avec Rabiot titulaire, pas Matuidi, mais Rabiot titulaire. Et donc, moi, comme je l'expliquais dans avant-match, la Juve m'impressionne pas depuis déjà l'année dernière. Mais l'année dernière, je l'ai trouvé meilleure que cette année, c'est pour vous dire. Voilà, il manque des choses. Et au niveau du jeu, c'est vraiment pas incroyable. Et ça s'est ressenti sur cette rencontre. Et c'est pour ça que je me disais que Lyon avait un vrai coup à jouer. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé parce qu'on va avoir un début de match où on sent que Lyon a un petit peu la pression. Ça prend la température. Donc la Juve, forcément un club qui est plus expérimenté avec des grands joueurs, va mettre un peu le pied sur le ballon. Mais voilà, sans être ultra dangereux, il y a peut-être ce centre-tir de Ronaldo là qui va faire trembler un petit peu Lyon. Mais tu sens que la Juve est incapable de mettre du rythme et de se créer des situations ultra intéressantes. Il y a Cristiano, à chaque fois qu'il touche le ballon, tu sens que voilà, il fait des petits décalages, tu trembles un petit peu, mais voilà, à part lui, il se passe pas grand-chose quoi. Et ça joue à 2 à l'heure, t'as l'impression. Et puis petit à petit, t'as Lyon qui va prendre confiance. Et qui va commencer à sortir davantage, jouer plus haut, presser la Juve plus haut dans leur propre camp, récupérer les ballons très très haut, et puis aussi se montrer dangereux. Et donc on sent que c'est en train de tourner et que Lyon domine la Juve et est dans un vrai temps fort qui va durer quand même pas mal de temps. Au moins j'ai l'impression quasi une demi-heure où c'est vraiment Lyon qui va dominer, en tout cas sur toute la fin de la première mi-temps. Il va y avoir aussi cette barre de Toko Ekambi sur ce corner. Et puis ensuite, il va y avoir cette ouverture du score. Hein. Bon, bien évidemment, De Ligt se faisait soigner, mais ça, c'est le foot, les gars. Il se fait soigner. Il est à 10, ils sont à 10, la Juve. Et la Juve, ils se posent pas de questions. Hein. Au contraire, ils vont essayer d'en profiter. Et donc, Aouar, comme très souvent, ça part du côté gauche. Il aime bien ce côté gauche pour faire des différences. Moi, je le sentais bien, Aouar, aussi dans cette rencontre, parce que je le trouve très très en forme depuis quelques temps. Et pour moi, il a ce truc d'être présent dans les gros matchs. Voilà, c'est pas que la pression coule sur lui, mais je sais pas, tu le sens toujours bien serein. Il y a eu le petit pont sur Dybala, tu le sens que lui, il peut justement devenir meilleur. Plus le match et plus l'adversaire va être fort, plus meilleur il va être, tu vois. C'est le sentiment que je peux avoir avec Aouar. Il a quand même ce truc. C'est un joueur assez spécial, je trouve. Donc, je sais pas, je le sentais bien Aouar sur ce match-là. Et surtout, vu sa forme en ce moment. Et du coup, il va faire vraiment la diff sur le côté et puis trouver un petit peu en retrait Touzard. Touzard qui marque. Touzard qui est souvent critiqué. Moi, je le trouve quand même pas mal, Touzard, parce que voilà, c'est un mec qui a quand même de l'activité et défensivement, il va récupérer beaucoup de ballons, il va se battre et tout. Alors techniquement, c'est pas le joueur le plus fin, c'est pas Aouar, mais chacun son rôle aussi. Et finalement, c'est lui qui va ouvrir le score, c'est lui qui avait marqué l'année dernière contre le Barça, donc c'est pas un hasard, hein, parce que voilà, vu son rôle, marquer autant dans des matchs aussi importants, c'est que voilà, il y a quand même quelque chose. Donc c'est cool pour lui, c'est cool pour Lyon. Donc Lyon qui va être récompensé de son temps fort et de sa domination à ce moment-là, et donc qui va ouvrir le score. Et voilà, une première mi-temps réussie de la part de Lyon. Et là, on se dit que cette Juve est pas imprenable. Et qu'il y a un vrai coup à jouer. Après, on se pose aussi la question, on sait que Lyon, forcément, a beaucoup couru en première mi-temps. Est-ce que ça va tenir comme ça pendant tout le match? Est-ce que la Juve va se réveiller à un moment donné? Parce que bon, on voit mal aussi la Juve se faire dominer comme ça tout le match, et notamment en deuxième mi-temps. Donc on sait qu'il va y avoir une réaction. Et cette réaction, finalement, elle va un peu tarder, parce que le début de deuxième mi-temps, on sent que Lyon, physiquement, c'est pas comme en première mi-temps, ils sont obligés de reculer, ils vont défendre plus bas, ils vont être solidaires justement, et ça c'est très important. Ça c'est très important, ils vont défendre en bloc, et puis ils vont faire les efforts les uns pour les autres, donc ça c'est une très bonne chose. Mais la Juve va pas encore emballer le match, on sent que Lyon, ils sont moins bien, donc ils essayent de contenir et de pas prendre de but, et c'est ce qui se passe. Et après en fin de match, il y a notamment l'entrée d'Higuaín, etc. Mais la Juve va mettre une pression folle.
va mettre une pression folle. On sent que là, physiquement, ils ne sont plus du tout. Il y a quelques changements, etc. du côté de Lyon qui sont nécessaires parce que là, ils n'arrivent plus à faire les efforts, très clairement. Mais bon, ils vont essayer de tenir, bien sûr. Et donc la Juve qui va mettre une pression énorme. Il y a quelques occasions où notamment Dybala, une reprise voilà, où il se trouve un petit peu. Ça m'étonne de Dybala parce qu'elle n'est pas évidente. Elle arrive côté gauche. Mais normalement Dybala il a une bonne patte. Donc c'est rare qu'il se trouve autant. Même si elle n'est pas évidente. Il va y avoir aussi ce fait de jeu où pour moi il y a penalty. Où Lyon s'en sort très très bien avec Guimarães qui retient Dybala comme ça. Où Dybala il essaye de faire une sorte d'un peu de retourner. Et puis il va le pousser, le tirer en arrière Guimarães. Là, la vérité, pour moi, il y a penalty. Il ne doit pas faire ça, il ne doit jamais faire ça. Guimarães, au passage, qui a été très bon. Hein. Franchement, un joueur ultra intéressant, très technique. On a vu un petit coup du sombrero à un moment, le ballon lui brûle pas les pieds, ça va de l'avant, etc. Vraiment, je pense, très très bonne recrue. On verra avec le temps, on va pas s'emballer, mais je pense qu'il peut vraiment apporter quelque chose de très bien à Lyon. Et c'est peut-être le joueur qui manquait au milieu de terrain aussi à Lyon. Mais voilà, sur le coup, là, il abuse et Lyon s'en sort extrêmement bien. Et donc bah, finalement Lyon qui va s'en sortir, il était temps que le match se termine parce que à mon avis avec 5-10 minutes de plus il y avait une égalisation de la Juve et c'était pas un scandale, hein, on va pas se mentir parce que vu la fin de match, voilà, moi je pense que sur l'ensemble du match ça méritait un nul, après je suis content pour Lyon parce que c'est une équipe que j'aime bien et puis voilà, club français bien évidemment, mais voilà, il y a eu un petit peu de réussite, donc tant mieux et pour une fois que les clubs français sont un petit peu avantagé au niveau de l'arbitrage ou en tout cas que ça va pas dans le sens contraire, on va pas s'en plaindre parce qu'en général ça va dans le sens contraire. Donc voilà, mais en tout cas 1-0, bah c'est nickel, hein, on prend pas de but, on marque un but du côté de Lyon, donc c'est la perfection. Et on va aller là-bas, enfin quand je dis on, je parle de Lyon, hein, je suis pas supporter lyonnais, mais Lyon on va aller là-bas en sachant qu'il y a un coup à jouer hein, et que s'ils arrivent à marquer un but, la qualification sera possible puisqu'il faudra que la Juve en mette 3. Mais il faudra défendre très bien, comme ils l'ont fait là. Il faudra faire les efforts, mais ça risque d'être compliqué. Voilà. Moi, je voyais quand même la Juve se qualifier, et je pense que la Juve va quand même se qualifier. J'espère me tromper, hein, sincèrement. Je pense que Lyon va faire galérer la Juve jusqu'au bout. Je pense que ça va être très très chaud. Mais comme je l'avais dit au niveau de mes pronos, mais je pense que là-bas, la pression va être différente. Ça va être très compliqué. Mais Lyon peut se qualifier, hein. Voilà, Lyon peut vraiment se qualifier je pense, mais si je reste complètement objectif et que j'oublie que c'est un club français, je pense que la Juve va quand même se qualifier à l'arrache, sincèrement, mais bon ça on en reparlera pareil au vu du match retour un peu plus tôt, mais si je donne mon sentiment maintenant, mais en tout cas, Lyon a fait plaisir, et Lyon montre comme d'habitude qu'ils sont capables d'être présents dans les gros événements, donc ça c'est plaisant aussi et c'est cool. Et au moins Lyon a montré qu'ils peuvent aussi quand même se qualifier, et on l'espère tous, même si bien évidemment ça sera pas évident, et Cristiano ne pas marquer sur 2 matchs, ça semble quand même assez compliqué. Je pense qu'on aura une Juve beaucoup plus entreprenante qui va essayer de mettre beaucoup plus la pression, voilà. Il faudra une équipe de Lyon il faudra être solide mentalement et pas commettre d'erreurs. Et surtout, parce qu'ils auront quelques situations en compte, ils auront quelques occasions, il faudra les mettre au fond. Il ne faudra pas bégayer devant le but, c'est ça le plus important. Parce que voilà, s'ils arrivent à marquer, ça changera pas mal la donne. Mais en tout cas, on y croit et ça, c'est le principal. Et ils nous ont donné des raisons d'y croire avec ce match aller. Même si, voilà, faut pas sous-estimer, pas oublier que c'est la Juve en face. Mais voilà. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez kiffé aussi vos semaines LDC, mais je pense que vous avez kiffé forcément. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'il y aura du suspense, puisque mis à part le Chelsea-Bayern, où là le suspense est mort, et peut-être Valence-Atalanta, mais bon celui-là on verra, parce que bon, c'est pas encore complètement plié, même si je pense que l'Atalanta passera. Ce qui est cool, c'est qu'il y a du suspense un peu partout, donc ça c'est très cool. Et du coup, bah vivement les matchs retour, je pense qu'on va encore kiffer. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et puis à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.